Al24 News, votre rendez-vous de l'information de 19h, c'est tout de suite heureux de vous retrouver comme à mon habitude. Sans plus tarder, place au sommaire. Génocide à Gaza, où les forces sionistes ont commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 37 martyrs et 108 blessés. Après l'émission des mandats d'arrêt internationaux contre le dénommé Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, le président de la Cour pénale internationale annonce que désormais des menaces pèsent sur son institution. Clôture ce soir à Oran des travaux du 11e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Le ministre d'État Ahmed Attaf annonce que les résultats obtenus lors de cette édition renforceront encore plus l'action africaine commune. Et en marge de ce séminaire, l'Union africaine a salué les efforts constants déployés par le gouvernement algérien pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique des peuples africains. Gaza, sauvagerie aveugle, ne pas faire dans le détail, pas de différence entre des civils et des militaires, en plus des destructions massives à Jabalia, surtout des maisons et des écoles, des bombardements intensifs durant les dernières heures, plusieurs personnes disparues, sans parler des blessés, simultanément 2 Palestiniens tués dans la ville de Rafah lors d'un rassemblement de personnes. La destruction et la mort semée également à Beth Lahia, au nord de Gaza. Au moins 25 personnes ont perdu la vie suite à des bombardements sur les zones résidentielles. Un Palestinien a été tué également par une bombe fumigène sioniste après avoir pénétré son corps puis a explosé. Le tout filmé par plusieurs médias palestiniens qui ont d'ailleurs diffusé la vidéo sur la toile. C'est un autre jeune Palestinien âgé de 25 ans, martyr aujourd'hui lors d'un bombardement à l'artillerie lourde concernant l'occupation sioniste de la Palestine. Ça se passe exactement à l'est de l'enclave Gazaoui, à Der el-Balah, exactement une zone se trouvant d'ailleurs dans le centre de l'enclave Gazaoui. Au cours de ces dernières 24 heures et un peu partout à Gaza, l'occupation aurait commis 4 massacres contre des familles entraînant la mort de 37 civils et blessant 108 autres, selon les sources médicales palestiniennes. Le bilan total s'élèverait donc à peu près à 44 466 morts et quelques 105 000 blessés, sans oublier des milliers de victimes obstruées sous les décombres ou éparpillées sur les routes. On évoque un nombre surpassant les 100 000 victimes, chiffre difficile à donner, et ce, en raison des bombardements sionistes continus. « 350 ans pour reconstruire la bande de Gaza selon l'ONU, mais en attendant, la situation sur place serait toujours, selon l'instance épouvantable et apocalyptique. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens d'ailleurs dit que 415 000 personnes déplacées à Gaza se réfugieraient actuellement dans des bâtiments scolaires. Les dirigeants européens divisés sur le mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, on le voit et cela dure depuis presque une année, l'entité sioniste poursuit ces massacres, passant outre 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale depuis le 21 novembre dernier contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant.
pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ONU demande encore et toujours, mais en vain, de mettre fin au bombardement. Et pour ce qui est des pays alliés à l'entité sioniste, Human Rights Watch exhorte les pays membres de la CPI de remplir leurs fonctions. Le haut diplomate européen Joseph Borrell affirme que les mandats d'arrêt à l'encontre des officiels sionistes doivent être respectés, mais les pays européens demeurent divisés sur la question. La CPI et ses membres divisés, on le disait, dont font partie les 27 États membres de l'Union européenne qui sont tenus de détenir les personnes visées par les mandats d'arrêt en question s'ils posaient le pied sur le sol européen. Toutefois, dans la pratique, la Cour n'a aucun moyen de faire respecter cette obligation, ce qui pousse à dire de la part de la présidente de la dite Cour que son tribunal est en grand danger. On écoute. La Cour a été la cible d'attaques visant à saper sa légitimité et sa capacité à administrer la justice et à faire respecter le droit international et les droits fondamentaux par des mesures coercitives, des menaces, des pressions et des actes de sabotage. Plusieurs élus sont gravement menacés et font l'objet de mandats d'arrêt de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, simplement parce qu'ils ont rempli fidèlement et avec diligence leur mandat judiciaire conformément au cadre statutaire et au droit international. Diligently carried out their judicial mandate per the statutory framework and international law. Et pour faire taire les voix justes et entraver le travail de la CPI, la présidente de la Cour parle de sanctions financières drastiques. La Cour est menacée de sanctions économiques draconiennes par les institutions d'un autre membre permanent du Conseil de sécurité, comme s'il s'agissait d'une organisation terroriste. De telles mesures compromettraient rapidement le fonctionnement de la Cour dans toutes les situations et affaires et mettraient en péril son existence même. Nous rejetons fermement toute tentative visant à influencer l'indépendance et l'impartialité de la Cour. Nous rejetons résolument les tentatives visant à politiser notre fonction. Nous avons toujours respecté et respecterons toujours la loi en toutes circonstances. On se déplace en Cisjordanie occupée où les Palestiniens font face tous les jours à des points de contrôle de l'apartheid. Hier soir et ce matin, les forces d'occupation ont arrêté 15 civils, dont un étudiant et des ex-prisonniers, selon la Commission des Affaires étrangères. Justement, arrêtons-nous sur un cas concret au sujet de ces interpellations palestiniennes avec Ayham El-Salaimah, 14 ans, condamné à 1 an de prison. Son crime, avoir jeté des pierres sur des colons sionistes. Son père, Nawaf, ex-prisonnier également, nous fait part de son désarroi. Commentaire, Maria Chouir. Ces images, on ne les voit qu'en Palestine occupée. Des enfants et adolescents qui, malgré la douleur due à la séparation imposée par l'occupation, quittent malgré eux leurs foyers familiaux et s'éloignent de leurs parents pour aller purger leur peine dans les prisons sionistes, tout en gardant le sang-froid et la tête bien haute, chose qui fait d'eux des enfants au courage étonnant et à la maturité précoce. Ayham El-Salaimah, qui a déjà été condamné à 18 mois d'assignation en résidence depuis mai 2023 pour avoir jeté des pierres sur des colons sionistes à Al-Quds, doit désormais, après avoir franchi le pas des 14 ans, purger une peine de 12 mois derrière les barreaux des geôles sionistes. Je ressens de la fierté et de la gloire, même si je ne reverrai pas ma famille, nous resterons forts à Al-Quds. Après 1 an et demi d'assignation à résidence, le tribunal d'occupation a émis un véritable mandat d'arrêt contre mon fils Ayham et le condamne à la prison. Torture, maltraitance et manque de nourriture. Ayham, perdu dans ses pensées, ne sait pas à quoi s'attendre. Son père Nawaf, qui a récemment reçu une ordonnance du tribunal lui intimant l'ordre de remettre son fils le 1er décembre au geôlier sioniste, fait part de ses inquiétudes concernant la situation de la vie derrière les murs délabrés de cette prison.
Depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, tous les prisonniers ont perdu le contact avec leurs familles. Ajoutez à cela la torture, le manque de nourriture, la propagation des maladies, le nombre de martyrs morts en prison. Nos consciences nous dévorent. Le dimanche 1er décembre, Nawaf Al-Salayma accompagne son fils en prison. Fier de l'homme qu'il est en train de devenir, il lui indique les conduites à tenir derrière les barreaux. Il serre fort son fils avant de le mettre au service pénitentiaire sioniste. À partir de ce moment, tu es responsable de toi-même. Tu es ton propre père, mère et ami. Chaque prisonnier à l'intérieur est ton frère. Selon la Commission palestinienne des affaires des détenus et ex-détenus, l'entité sioniste retient actuellement environ 70 enfants palestiniens en prison. Ayham Al-Salayma, qui n'a que 14 ans, est devenue la plus jeune personne à être emprisonnée en territoire de la Palestine occupée. Sa peine d'1 an d'emprisonnement a commencé hier, 1er décembre 2024. Et on continue de parler de la situation en Palestine occupée ainsi que le génocide en cours avec notre invité du jour. C'est maintenant. Bien entendu, l'urgence pour la Palestine, c'est l'arrêt du génocide en cours, mais aussi engager la bataille de l'information. C'est ce qu'on tente de faire ici, modestement. Mais aujourd'hui, nous serons aidés par un spécialiste des guerres de la désinformation, auteur également, Michel Colomb. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Alors Michel, vous animez actuellement des conférences concernant la question palestinienne et son traitement médiatique. La prochaine conférence aura lieu en région parisienne à Gennevilliers vendredi prochain à 19h. Pour nos amis parisiens, précipitez-vous. Alors arrêtons-nous, si vous le voulez bien, pour débuter sur le terme de génocide, en l'occurrence, le génocide palestinien. Ce terme est clivant en Europe et en Occident et semble avoir été privatisé par certains. On l'observe, les médias français refusent ce terme. Pourtant, des spécialistes, des historiens sur les crimes de masse, la plupart anglo-saxons d'ailleurs, reconnaissent qu'il y a bel et bien un génocide en Occident, surtout en France, on va dire les choses franchement. On refuse la réalité sciemment et la désinformation peut-être commencerait ici. Oui, tout à fait. Écoutez, la guerre de l'info, ça commence par la guerre du vocabulaire. On sait qu'au New York Times, la direction avait émis des instructions très claires pour ses journalistes. N'utilisez pas le mot génocide, ne parlez pas de nettoyage ethnique. Quand vous parlez de massacre, d'accord pour Israël, mais les Palestiniens n'employaient pas ce terme. Donc sur le génocide, oui. Et en France, on a la même chose. C'est pas sous forme d'instruction écrite, en tout cas, ça n'a pas fuité, mais ça revient exactement au même. On joue sur les mots. On dit non, c'est pas toute la population qui est exterminée ou va l'être, etc. Mais c'est pas du tout ça la définition du génocide. Les juristes, les historiens ont bien expliqué l'intention d'éradiquer un peuple en l'exterminant ou en le chassant et en le privant de sa vie normale. C'est bien un génocide. Et pour beaucoup de gens, c'est devenu clair, mais évidemment, à la fois au niveau des dirigeants politiques et au niveau des dirigeants médiatiques, on est du côté d'Israël, donc évidemment, on va refuser le vocabulaire adéquat. Donnons justement des exemples des spécialistes, les spécialistes des crimes de masse qui retiennent ce terme de génocide. On a Martin Shaw, qui est sociologue réputé pour les travaux sur la violence, qui parle, lui, de génocide. Je retiens Omer Bartov, qui est spécialiste des holocaustes, qui parle également de génocide. Raz Segal, historien émérite et spécialiste des études sur les génocides, parle d'un bombardement aveugle à Gaza avec un largage de milliers de bombes en quelques jours, y compris des bombes au phosphore sur des zones, ce sont les zones les plus densément peuplées du monde, qui constituent selon lui un meurtre génocidaire.
On a rarement vu une campagne de désinformation aussi grossière. Vous qui avez l'habitude de travailler ou qui avez travaillé sur la situation en Libye et en Irak, Michel Collomb. Oui, écoutez, à chaque fois on dit que c'est pire qu'avant, donc en fait on est en face d'un système. Ce qui est pire, c'est que dans le temps on n'avait pas d'image ou pas d'image accessible par la majorité du public occidental. Maintenant, tout le monde peut suivre ces images sur son téléphone. Ça cause d'ailleurs des problèmes parce que ce que moi je constate, nous avons lancé l'opération Gaza Vérité pour essayer d'aider et de conseiller les gens qui veulent en parler autour d'eux d'une façon convaincante et qui rencontrent de gros problèmes. Les problèmes qu'on rencontre, c'est que d'une part, ces images suscitent l'horreur et un sentiment d'angoisse et d'impuissance qui frappent les gens, les jeunes qui regardent les images très tôt, maintenant aussi les enfants. Et le sentiment d'impuissance, il est lié à l'idée qu'on ne va pas pouvoir arrêter la machine de propagande, la machine médiatique, et donc on se sent impuissant. Et là, dans cette opération Gaza Vérité, où on organise des entretiens Zoom régulièrement avec tous les gens qui le veulent, même en groupe pas trop grand, on écoute les expériences négatives, positives, et on essaie de combattre cette impuissance en montrant justement qu'en réalité, l'appareil médiatique est quand même déjà obligé de reculer parce que la pression des journalistes indépendants, des groupes de recherche comme Investigation et la pression des citoyens qui relayent l'info des journalistes palestiniens tellement courageux, l'info des citoyens, cette pression, elle donne des résultats. Au point que je crois que ça joue un rôle, bien sûr, ce qui joue un rôle dans le recul des États-Unis, c'est évidemment la résistance des combattants à Gaza, la résistance du Hezbollah qui a mis en échec, il faut bien le dire, Netanyahou au Liban. Et ça s'accompagne à mon avis, d'une augmentation de la participation de chacun dans la bataille de l'info. Et je crois que oui, nous avons des problèmes et c'est très dur, mais l'ennemi a des problèmes encore plus grands. Et si on pousse encore plus cette bataille de l'info, je pense qu'on va l'acculer à la défaite. Alors, revenons sur la guerre des mots, justement. Certains porte-drapeaux de l'entité sioniste au sein des médias jouent sur la confusion des mots, des termes, qui aurait certainement intéressé George Orwell en d'autres temps. Alors on joue entre antisémites et juifs, l'application du droit et l'entité sioniste qui aurait le droit de se défendre, le terrorisme d'un côté, un mouvement de résistance légitime, de l'autre reconnu par l'ONU, le génocide et le bombardement ciblé. On voit, c'est une désinformation qui dure depuis une année, depuis le 7 octobre, voire avant. Oui, écoutez, sur la question du terrorisme, pour être clair, il n'y a pas de terrorisme quand on se défend contre une occupation militaire illégale, comme la justice internationale le reconnaît maintenant. Il n'y a pas de terrorisme, il y a une défense légitime. Après, vous pouvez discuter si telle ou telle action est justifiée, etc. C'est aux Palestiniens, évidemment, à dire quelle action est justifiée, quelle action est efficace en fonction du rapport de force. Moi, je rappelle qu'Israël ne laisse aucune marge de manœuvre à la résistance palestinienne, rien n'est accepté et donc c'est le colonisateur, c'est l'agresseur qui définit l'intensité et parfois la cruauté de la bataille, on est bien d'accord. Donc c'est pas une guerre, Michel Collomb, c'est pas une guerre, parce qu'une guerre c'est entre deux armées régulières, là il s'agit d'un côté d'une... Voilà. C'est une guerre du côté d'Israël, c'est une guerre de génocide et d'extermination qui appelle aussi, je crois, une guerre de résistance populaire. Ce que le Hezbollah fait au Liban, c'est la même chose que ce que les Vietnamiens ont fait dans leur pays ou les Chinois dans le temps. C'est une guerre de résistance et cette guerre-là, elle est légitime, bien entendu. La définition de la condamnation de la guerre de l'ONU, elle vise les guerres d'agression et jamais les guerres de résistance. Les Algériens aussi ont mené une guerre de résistance et de libération. Les Français, à l'époque, contre le nazisme, et on l'a oublié, parce qu'en réalité, les nazis aussi traitaient les résistants français de terroristes. Donc vous voyez, on est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre, et la seule question, c'est de déterminer qui a le droit d'occuper et d'agresser un pays. Personne. À partir de là, c'est clair.
Ce n'est pas une simple, aussi, on a l'impression que ce n'est pas une simple guerre de l'information, puisque cela prend aussi des tendances plus coercitives. À l'exemple des médias français, on peut dire que les bombardements sur Gaza, certains le disent, hein, les bombardements sur Gaza sont légitimes, sans être, on peut le dire sans être poursuivis en justice, tandis qu'un simple t-shirt ou même un tag en guise de soutien à la Palestine vous ferait encourir la prison pour apologie du terrorisme. Donc même le droit commence à être perturbé par la situation en Palestine, ce qui est inquiétant. Vous avez raison, c'est très très inquiétant l'évolution en France et elle risque de se répandre en Europe. Il y a déjà plusieurs pays, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France. On a menacé des journalistes parce qu'ils font leur travail de journaliste. On en a arrêté certains, on menace les gens de prison, journalistes ou pas. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été menacées de prison et qui sont en procédure ou ont été condamnées par le régime Macron-Barnier. Et je voudrais dire que je pense qu'il faut une contre-attaque par rapport à ça. Leur objectif, c'est de semer la peur et la crainte chez les gens, qu'on n'ose plus dire la vérité sur Gaza et sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et je pense qu'il faut une contre-attaque. D'ailleurs, dans les conférences que nous faisons un peu partout en France, en Belgique, avec Saïd Bouamama et moi, dans ces conférences, nous avons appelé à ce que des juristes organisent une plainte juridique contre Macron, Barnier et les gens qui leur obéissent, en rappelant qu'il y a une condamnation internationale du génocide. Et donc, moi, je dis, quand Macron, Barnier accusent les gens d'apologie du terrorisme, en réalité, c'est une manière de prouver et de démontrer leur complicité de génocide. Et donc, c'est eux qui devront être attaqués, soit en France, soit au niveau européen. Et je crois qu'il est temps de leur lancer l'offensive. Je pense que la peur doit vraiment changer de camp. Vous avez présenté un livre dernièrement, plutôt illustré, une bande dessinée dernièrement, qui s'intitule « Israël et les 100 pires citations » qui montre les horreurs du projet sioniste. La CPI aurait pu s'appuyer sur quelques citations tirées de votre ouvrage pour en arriver au mandat international dont on discute aujourd'hui, Michel Collomb. Absolument. En fait, ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas ce talent-là, loin de là. C'est un livre très réel, puisqu'il reprend, sans citation, des fondateurs, des dirigeants, des stratèges d'Israël depuis le début. Herzl, Ben Gurion, bien sûr, il est à fond dans le bouquin, et les autres fondateurs, et puis tous les gouvernements et partis qui se sont succédés ont prononcé des phrases génocidaires. Et d'ailleurs, je pense que dans la procédure actuelle, certaines des phrases récentes de Ben-Gvir, de Smotrich et d'autres ont été utilisées, servi d'argument pour démontrer qu'il y a bel et bien une intention génocidaire parce qu'ils le disent eux-mêmes. Et pourquoi on a fait ce bouquin-là? Parce qu'évidemment, on en a marre des traités de complotistes ou d'antisémites chaque fois qu'on critique Israël. Et donc, j'ai fait ce bouquin en disant, voilà, moi, je ne dis rien, je donne seulement la parole aux dirigeants sionistes eux-mêmes qui disent leurs crimes. Et c'est en Europe aussi, mais je crois ailleurs, une arme importante, une arme utile pour dire, voilà, on est dans une bataille. Le génocide, en fait, comme Saïd Bouamama l'explique dans son livre « Manuel stratégique de la Palestine », qu'il a présenté, je crois, récemment chez vous au Salon du Livre, et comme il l'explique dans les conférences, le génocide, c'est la conséquence logique du type de colonisation opérée par Israël. Vous avez les colonisations d'exploitation, où le colonisateur garde la main-d'œuvre locale pour en tirer beaucoup de richesses. La Belgique a fait ça au Congo, la Grande-Bretagne a fait ça, mais il y a aussi la colonisation de peuplement, où là, le but est d'exterminer ou de chasser la population locale pour la remplacer. C'est le grand remplacement, excusez-moi. Et ça, la France l'a fait en Algérie, et Israël le fait avec la Palestine. Et donc, Bouamama montre très bien dans son bouquin que le génocide n'est pas un accident qui arrive parce qu'ils veulent se venger, parce qu'ils ont peur, etc. C'est le programme prévu dès le début qui se réalise. Et le génocide, il est la conclusion logique d'un colonialisme de peuplement. Alors, vous avez bien fait de me reprendre. C'est Israël, les 100 pires citations. J'avais vu l'affiche et j'ai pensé que c'était
une bande dessinée, parce que la 4e couverture montrait des dessins, donc je pensais que c'était une BD. Vous avez là pour accrocher les jeunes et le public qui n'a pas l'habitude de lire. C'est un petit bouquin léger, facile, justement pour accrocher les gens qui disent tout ça c'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Non, c'est pas compliqué. Quand vous avez saisi les intérêts des colonisateurs et des génocidaires, c'est très simple ce conflit. Non, mais c'est de la pédagogie pour attirer les jeunes et c'est intelligent. Autre exemple, des médias mainstream orientés avec on parle encore de ce mandat d'arrêt à l'encontre des officiels sionistes. Ces derniers ont jugé que, enfin, Netanyahou et Galland ont jugé tout bonnement que la CPI était antisémite. Netanyahou est même jusqu'à aller comparer ce mandat d'arrêt international à l'affaire Dreyfus. Il serait le Dreyfus des temps modernes. Donc, on le voit, Michel Colomb, ma question va être un peu provocatrice, mais être sioniste par les temps qui courent, donnerait-il tous les droits dans l'imaginaire occidental ? En tout cas, il donne tous les droits à la Maison-Blanche, à l'Élysée et au boulevard, au rond-point Schuman de l'Union européenne. Oui, tous les droits, parce que ces gens-là, et ça, il le montre bien dans son livre aussi, ces gens-là ne sont pas des spectateurs qui, comme on nous le dit dans les médias mainstream occidentaux, essaieraient de freiner Netanyahou en disant « tu vas trop loin, fais attention » et des choses comme ça. Ces gens-là ne sont pas les spectateurs, ils sont les donneurs d'ordre, ils sont les commanditaires, et c'est très très important. Son livre montre bien qu'Israël a été installé parce que les États, la Grande-Bretagne d'abord, les États-Unis ensuite, et la France, avaient besoin d'un flic de quartier, d'un agent chargé de contrôler militairement le Moyen-Orient, de diviser la nation arabe qui, au début du XXe siècle, cherchait son unité, et la Palestine, c'est juste au milieu, et donc si vous voulez la diviser, c'est l'endroit où il faut être. En plus, c'était la route du canal de Suez. Donc, il faut bien voir que Netanyahou n'est pas une sorte d'électron libre qu'on essaierait ou pas de calmer. Netanyahou est un agent, est un employé, comme tous les dirigeants israéliens, est un employé de l'impérialisme des États-Unis et de l'Europe qui malheureusement les suit. Ça, c'est la chose vraiment fondamentale à comprendre. Vous le dites aussi dans l'une de vos interventions que l'entité sioniste viserait après Gaza, enfin elle viserait plus directement, mais en tout cas après Gaza, après le Liban, après la Syrie, l'Iran serait directement et frontalement dans la ligne de mire. Vous dites que c'est un plan prévu depuis 2009. Je vous laisse répondre, mais on rappelle que l'ancien général Wesley Clark avait révélé le plan américain pour les guerres au Moyen-Orient et le renversement des 7 pays. Alors il avait dit l'Irak, la Syrie, le Liban, la Somalie, je crois, le Soudan, en terminant la liste avec l'Iran, c'était en 2007. On le voit, hein, beaucoup de ces pays ont du mal à partir avec l'entité sioniste. On est obligé de le constater, Michel Colomb. Oui, c'est clair que, en fait, Israël accomplit un plan que des stratèges comme Modest Yenon avaient développé, mais il vient des États-Unis, où effectivement, il y a ce que le colonel Peters notamment a appelé le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire briser tous les États qui ont une certaine taille et des richesses bien entendu, de sorte qu'ils ont les moyens de résister à l'impérialisme des États-Unis. Les briser absolument tous. Il y avait vraiment une liste, il y a des projets, il y a une manière de la CIA d'utiliser et d'exacerber les conflits locaux ou les problèmes locaux qui peuvent exister du fait de religion, de croyances ou de différents problèmes qui ont pu survenir dans la région et qui en général sont liés à l'impact des colonialistes. Et donc, ce plan-là vise à faire en sorte que l'ensemble du monde arabe et musulman, il faut inclure l'Iran, soit fragmenté, brisé, impuissant. Et donc, ça vise les pays qui sont maintenant directement dans le collimateur, et l'Iran l'est, parce qu'il est évidemment il est une base arrière et un soutien pour les différentes forces de résistance locales, mais ça vise aussi l'Algérie, qu'on voit la France maintenant essayer d'encercler et de menacer, de mettre sous pression, et ça vise en fait tout État, toute nation qui pourrait aspirer à la souveraineté et avoir les moyens de la défendre. Alors justement, Michel Colomb, à travers tout ce qu'on est en train de se dire sur ces nombreux sujets, je vous pose directement la question, comment gagner la guerre de l'information? Vous qui avez diagnostiqué tellement de médias mensonges en temps de guerre, en Libye, en Syrie, en Irak, vous êtes devenu un spécialiste de la question, donc comment on gagnerait la guerre de l'information par les temps qui courent?
Écoutez, il y a plusieurs conditions. La première, je pense, c'est d'avoir une analyse théorique claire et simple. Je rappelle ce que je dis souvent parce que c'est vraiment un guide pour analyser l'info et l'actualité, y compris sur des pays qu'on ne connaît pas forcément si bien. Les 5 principes de la propagande de guerre, c'est occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire et l'impact du colonialisme, diaboliser l'adversaire avec des images d'atrocités qu'on fabrique au besoin, inverser l'agresseur et l'agressé, ça c'est très clair dans le cas Israël-Palestine, et monopoliser, c'est-à-dire empêcher l'info différente, l'info indépendante de parvenir au public. Et là, le deuxième point nous concerne, c'est qu'on est en grande difficulté financière comme beaucoup de médias indépendants. Investigation existe depuis 20 ans, mais pour le moment, on a beaucoup de mal à payer les emplois des journalistes, des chercheurs, les factures des bouquins qu'on fait et nos différents frais. Et donc, on a lancé un appel aussi à partout où nous allons, nous demandons aux gens de devenir abonnés à la newsletter et un donateur mensuel de 5, 10 ou plus, si on a les moyens, euros par mois, pour nous permettre justement de garantir les emplois et la bataille de l'info. Et en même temps, je crois que... Et l'indépendance. Et là, voilà, de garantir notre indépendance dans cette bataille. Et je crois aussi qu'il doit y avoir une plus grande coopération entre les différentes forces qui font cette bataille de l'info, et tout le monde va se faire attaquer tôt ou tard. Donc, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force, et là, je crois que c'est vraiment nécessaire. Dernière question, Michel Collomb. L'élection de Donald Trump pourrait-elle infléchir, voire imposer un arrêt pur et simple de la colonisation de la Palestine? Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est la question que tout le monde se pose et elle est complexe. Biden a échoué à Gaza, a échoué au Liban, et donc forcément, du côté des cercles de l'élite aux États-Unis, on se pose des questions et on a, même si elles ne s'affichent pas trop ouvertement, des options différentes. Trump n'est pas quelqu'un qui mérite d'être respecté, ça c'est clair, mais disons qu'il est peut-être, enfin j'espère, un peu plus réaliste sur le fait que les États-Unis sont en train de perdre leur pari en Ukraine et à Gaza et au Liban, et que donc ça risque de se retourner un peu contre les États-Unis, qui sont en train de se faire plein d'ennemis. Vous voyez même des régimes arabes et autres qui n'étaient vraiment pas franchement du côté des peuples révolutionnaires et qui commencent à prendre leur distance et à mener des alliances dans le cadre des BRICS ou à prendre des différentes positions. Donc, ça montre que les États-Unis sont en difficulté, que le rapport de force évolue, et Trump n'est pas un idiot, et là-dessus, on peut se demander si lui ne va pas sentir qu'il est temps un peu de changer de méthode. Attention, vigilance, ça ne veut pas dire qu'il va devenir un gentil copain de tous les peuples du monde, ça veut dire que peut-être il va se dire, voilà, cette guerre nous coûte trop cher, ça nous fait perdre des contrats, c'est pas bon pour le business, ça nous fait perdre des alliés dans le monde, on va essayer de garder les mêmes objectifs qui sont garder la domination du monde, empêcher la grande alliance Chine, Russie, Iran, et empêcher la grande alliance du Sud global, et utiliser d'autres moyens de chantage, comme les sanctions, c'est-à-dire de la guerre économique et des boycotts, des coups d'État, des manœuvres de la CIA, enfin vous savez, ils ont une panoplie de méthodes à utiliser. Donc Trump pourrait peut-être mettre en œuvre un recul partiel. En Ukraine, je le crois possible, à Gaza, plus difficilement, un recul pour mieux sauter. Il ne faut donc pas avoir d'illusions. Et s'il recule, ça veut dire que la pression des peuples du monde aura été bien forte et qu'il faudra la faire encore plus et vraiment la maintenir. Voilà, en guise de conclusion, Michel Collomb, je rappelle que vous êtes analyste des stratégies de guerre et de désinformation. Grand merci d'avoir été des nôtres et d'avoir nourri le débat du jour. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Dans le reste de l'actualité, après la Palestine, on parle de la situation au Liban. Alors le Liban, le président du Parlement, Nabih Berri, a dénoncé la violation flagrante du cessez-le-feu par l'entité sioniste après que des frappes sionistes ont visé un poste de l'armée, un village frontalier, le village de Merdioun, dans le sud, faisant un mort. Dans un communiqué, Berri, qui a joué un rôle de premier plan dans les négociations ayant conduit à la trêve,
a affirmé que l'entité sioniste avait violé au moins à 54 reprises l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier. Il a appelé le comité chargé de superviser la trêve à entamer urgemment son action et contraindre l'entité sioniste à arrêter ces violations et à se retirer du territoire libanais. Justement, depuis l'annonce du cessez-le-feu, il y a 2 mois, depuis l'annonce du cessez-le-feu, c'était il y a 2 semaines, pardon, le 27 novembre dernier, le calme semble être revenu à Beyrouth, mais un calme relatif, un calme précaire, car même si les Beyrouthins tentent de reprendre un train de vie normal, la peur d'un lendemain incertain occupe encore les esprits. Souhila Kilal. Sur la promenade de la Corniche, les Beyrouthins reprennent goût à la vie. Alors que certains font leur jogging ou leur marche à pied, d'autres savourent des boissons chaudes en face de la Grande Bleue. Un timide apaisement qui voit à la peine une inquiétude sous-jacente. La crainte que l'accord de cessez-le-feu soit violé à tout moment par l'entité sioniste et que des bombardements viennent briser ce calme fragile. Pour l'instant, tout va bien. Nous espérons que la situation restera calme, que tout ira bien, que le pays reviendra comme avant, que l'armée prendra le contrôle. C'est exactement ce que nous voulons, que les gens se sentent à nouveau en sécurité. Les gens veulent vivre, nos enfants veulent vivre, grandir et voir ce monde. Ils n'ont rien vu. Depuis 1975, on a toujours eu des guerres, des problèmes et des pénuries. Actuellement, grâce à Dieu, tout va bien. Nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé. Au Liban, depuis le cessez-le-feu, les gens se sentent apaisés. Ils retournent chez eux, les gens respirent un peu. Tout le monde a peur de l'avenir, de ce qui se passe après la période de cessez-le-feu de 60 jours. Personne ne sait ce qui va arriver. Dieu sait, nous attendons. Peut-être que le cessez-le-feu tiendra et les gens vivront en paix. Un sentiment d'inquiétude on ne peut plus légitime quand on connaît la facilité avec laquelle l'occupant sioniste viole les lois et les accords. Un non-respect des peuples et de la souveraineté territoriale des pays dont font preuve Netanyahou et sa horde. D'ailleurs, l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre, n'a pas été respecté par les forces sionistes qui ont mené plusieurs attaques sur le sud du Liban. Nous ne sommes pas contents de la situation, car il y a eu le cessez-le-feu, mais ils continuent de frapper. Ils empêchent les gens du Sud de se déplacer. De quel droit font-ils ça? Ils ont accepté le cessez-le-feu, ils doivent le respecter. Pourquoi sont-ils toujours aux frontières? Malgré la peur et l'incertitude, les habitants de Beyrouth tentent donc de reprendre le cours de leur vie après 2 mois d'intenses bombardements sionistes. Ceux qui ont fui reviennent chez eux, partagés entre la joie d'un retour et la peur d'une nouvelle escalade. Les Libanais du Sud aussi retournent chez eux, malgré la violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste. Eux aussi espèrent la fin des violences et un retour au calme pérenne. Après le Liban, on porte notre regard sur notre continent, l'Afrique. À tout de suite. Séminaire de la paix et la sécurité à Oran, dernier jour, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a qualifié les résultats de la 11e édition du séminaire de haut niveau d'Oran sur la paix et la sécurité en Afrique de compatible avec une démarche visant à renforcer l'action africaine commune. Attaf, dans une déclaration à la presse qu'il a prononcée à la fin des travaux, a souligné que la séance a prouvé que le processus d'Oran est continu, bien établi et enraciné, et qu'il s'agit d'un chemin irréversible jusqu'à ce que les objectifs souhaités soient atteints, complets et non tronqués. Je ne peux qu'affirmer que nos échanges ont été riches, que nos échanges ont été constructifs et que nos résultats ont été consensuels par excellence. Ce sont les résultats qui seront présentés lors du prochain sommet de l'Union africaine, dans le cadre d'une démarche visant à renforcer l'action de l'Union africaine pour faire face aux défis qui mettent à l'épreuve, en cette circonstance particulière, notre volonté et notre détermination. Et surtout, ce séminaire a prouvé une fois de plus que le processus d'Oran est perpétuel, que le processus d'Oran est solidement établi et enraciné, et que le processus d'Oran est irréversible jusqu'à ce que les objectifs que nous souhaitions
soit réalisée complètement. Ahmed Attaf a souligné également que le processus d'Oran a prouvé son efficacité, son importance et sa viabilité dans l'unification de la voix africaine dans diverses enceintes internationales. Ce séminaire de haut niveau est devenu une tradition annuelle établie dans le programme d'action conjoint pour l'Afrique et dans l'agenda continental. Si cela peut indiquer quelque chose, c'est qu'il indique que le processus d'Oran a prouvé son efficacité, son importance dans l'unification de la voix africaine sur la scène internationale en général et au Conseil de sécurité de l'ONU en particulier et spécifiquement, même si l'on parle aujourd'hui en toute fierté du fait que les membres africains du Conseil de sécurité se distinguent des autres par le fait qu'ils exercent un mandat continental et par le fait qu'ils représentent avec leur voix unifiée tous les pays du continent. Tout le mérite revient au processus d'Oran qui a uni la parole africaine, uni les rangs africains, uni l'Afrique et attisé la flamme de la confiance entre les pays africains. Ahmed Attaf a affirmé également que la 11e édition du processus d'Oran avait permis de consolider les acquis africains sur le plan de 3 dossiers principaux, premier rang desquels figure la lutte contre le terrorisme, soulignant l'engagement de l'Algérie à poursuivre et coordonner les efforts continentaux dans ce domaine. La question de la lutte contre le terrorisme, la présentation de ce thème a porté sur les évolutions récentes qui indiquent que le déclin de ce fléau dans le reste du monde s'est accompagné d'une augmentation de manière inquiétante sur le continent africain, notamment la région sahélo-saharienne. Et sans aucune exagération, le terrorisme est devenu un facteur majeur de nos jours. Il s'agit de la menace la plus importante pour la sécurité et la stabilité de l'Afrique. Il est donc extrêmement important que notre continent africain réorganise ses priorités et adapte sa stratégie pour pouvoir faire face aux dangers croissants du terrorisme qui le menace. L'Algérie a affirmé son engagement à poursuivre la coordination des efforts continentaux dans ce domaine sous la direction du président de la République Abdelmadjid Tebboune en sa qualité de leader de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes ses formes et dimensions. Ahmed Attaf a appelé à investir dans ce qu'il a appelé les initiatives africaines prometteuses et sans précédent au Conseil de sécurité afin de réaliser de nouveaux progrès sur la voie visant à mettre fin à l'injustice historique à laquelle l'Afrique est exposée au niveau international. La question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est une question qui connaît des mobilités prometteuses sans précédent, en particulier dans le contexte de la reconnaissance croissante de la légitimité des revendications africaines en matière de représentation permanente au Conseil de sécurité. À notre avis, un élan positif nous revient. Aujourd'hui, c'est son investissement, le meilleur investissement pour réaliser de nouveaux gains sur la voie visant à mettre fin à l'injustice historique à laquelle l'Afrique est exposée sur la scène internationale. Concernant la question du financement des opérations de maintien de la paix sur le sol africain, Attaf a dévoilé une initiative continentale alternative face aux carences qui affectent le modèle international. Face aux lacunes qui affectent le modèle international des opérations de maintien de la paix sur le sol africain, notre organisation continentale a pris l'initiative de présenter un modèle alternatif basé sur des opérations plus audacieuses face aux dangers auxquels sont confrontés les pays africains, notamment ceux liés à la prolifération du phénomène de terrorisme. Et nos revendications dans ce contexte sont que le financement de ces opérations doit se faire à travers le budget des Nations Unies, car l'action de l'Union africaine dans de tels cas ne décharge pas notre organisation des Nations Unies de sa responsabilité de maintenir la paix internationale et la sécurité.
Le continent africain est très vaste. Pour pouvoir se débarrasser rapidement du terrorisme, une stratégie globale s'imposerait selon Mohamed Ali Youssef, président du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Le continent africain est un continent très vaste. Pour qu'on puisse, je dirais, définitivement nous débarrasser du terrorisme et de l'extrémisme violent, il est nécessaire d'aborder la question dans le cadre d'une stratégie globale. Bien entendu, on agit localement. L'Afrique a sa propre stratégie, encore qu'il a été signalé lors de ce je dirais, forum, séminaire, que la stratégie africaine qui remonte à 2003 est obsolète. Elle n'est plus d'actualité. Et il est temps maintenant de réfléchir à renouveler cette stratégie. D'ailleurs, c'est une proposition algérienne que je dois saluer. Et donc, il faut renouveler cette stratégie de lutte contre le terrorisme et faire en sorte qu'il y ait un plan d'action et des mécanismes qui soient appropriés pour lutter contre ce phénomène. Je ne parle que du terrorisme parce que souvent la présence des forces étrangères sur le continent viennent par cette porte-là. On dit voilà, on va vous aider à lutter contre le terrorisme, etc. Mais bien entendu, la tendance générale aujourd'hui, et je crois que c'est l'état d'esprit de tous les Africains, et comment faire en sorte que l'Afrique soit réellement souveraine et indépendante à tous les niveaux. C'est l'objet de l'agenda 2063. L'agenda 2063, c'est d'arriver à cet objectif d'avoir une Afrique que l'on souhaite, que l'on avoir prospère, intégrée et pacifique. Séminaire de la paix et la sécurité à Oran, on continue d'en parler avec, sur place, notre envoyé spécial, Tinhinen Makassi. Bonsoir Tinhinen. Bonsoir Karim. Session à huis clos pour le second et dernier jour des travaux. Que retenir de ce dernier jour, Tinhinen ? Alors effectivement, Karim, c'est le deuxième et dernier jour de ces 2 jours de conclave. Vous l'avez précisé, c'est à huis clos que se sont déroulées les réunions durant les 2 jours qu'a duré ce 11e séminaire de la sécurité et de la paix en Afrique, plus connue sous le nom de processus d'Oran. Ce que l'on peut retenir de cette journée, c'est bien évidemment les conclusions de ces 2 jours de rencontre. On peut dire que la première journée a été l'occasion de faire le bilan de cette année sécuritaire et de paix qu'a connue l'Afrique dans un contexte mondial particulier, dans un contexte mondial qui a été marqué dans un contexte d'abord africain, qui a été marqué par le retour des conflits de haute intensité. Je fais référence à la situation au Soudan, sans oublier évidemment le génocide à Gaza. Ça a été aussi l'occasion de parler de ce 2 poids 2 mesures. D'ailleurs, aujourd'hui, le chef de la diplomatie algérienne, en parlant de cette épineuse question qu'est la réforme du Conseil de sécurité, a parlé de ces 2 poids 2 mesures qu'on connaît aujourd'hui dans les institutions internationales et a réitéré la position algérienne et africaine qui consiste à vouloir vraiment aller vers la réforme. Vous l'avez également dit, il a été question lors des conclaves qui se sont déroulés aujourd'hui de mettre le point sur la question de la sécurité en Afrique. Bien évidemment, naturellement, il est la question du terrorisme et des questions liées aux abcès sécuritaires. Évidemment, il a longtemps été question des abcès sécuritaires au Sahel et l'ensemble des présents sont unanimes sur l'idée qu'aujourd'hui, c'est par le développement et l'émergence de nouvelles énergies et d'une économie nouvelle qu'on peut aller vers l'élimination de ce fléau en Afrique. Troisième question qui a été abordée, je les classe de façon aléatoire bien évidemment. Troisième question qui a été abordée aujourd'hui, c'est également la réforme au sein même de si je peux dire ça comme ça, au sein même de cette institution qui est le processus d'Oran, qui est devenu un pivot dans la réflexion africaine autour des questions sécuritaires. Les présents sont d'accord que ce processus lancé en 2013 est un peu obsolète et dépassé, qu'il va falloir réfléchir et apporter de nouvelles réponses. Et ça va être justement cet objectif de l'année qui va suivre durant cette année 2025. Merci Tinhinen Makassi pour tous ces éléments. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir d'Oran et que vous êtes surtout notre envoyé spécial. Merci, bon courage et à très vite Tinhinen. Conflit en Ukraine, Moscou continue de faire des progrès significatifs dans l'ouest de Donetsk, se rapprochant de la périphérie de Velika Novosika et avance vers d'importantes lignes de communication terrestre ukrainiennes qui alimentent l'ouest de Donetsk et s'étendent vers Dnipropetrovsk et Zaporizhzhia.
L'armée russe en tout et pour tout, c'est une progression importante, l'équivalent de 725 km², rien que pour le mois de novembre, du jamais vu depuis mars de 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a martelé avoir besoin de plus d'armes et d'une diplomatie occidentale plus forte pour aboutir à une paix juste. Lui qui a reçu à Kiev l'Allemand Olaf Scholz, qui essaye de se poser en chancelier de la paix et a récemment repris contact avec le président russe Vladimir Poutine. Son déplacement surprise, le premier depuis l'été 2022, survient aussi à un moment où les forces ukrainiennes reculent sur le front et alors que l'arrivée en janvier de Donald Trump à la Maison-Blanche ferait craindre un arrêt de l'aide américaine à l'endroit de Kiev. Géorgie, 4e nuit de manifestation, le leader de l'opposition arrêté. Selon les autorités du pays, au moins 43 personnes ont été hospitalisées lors d'affrontements de plus en plus violents entre la police et les manifestants, en plus des 200 personnes arrêtées, alors que la présidente Salomé Zourabichvili affirme qu'elle ne quittera pas le pouvoir à la fin de son mandat. Également, les manifestations se sont poursuivies pour la 4e nuit consécutive en Géorgie, on l'a dit, suite à la décision, on le rappelle, du gouvernement de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Le parallèle le plus direct que l'on puisse faire est celui avec les événements de Maïdan en Ukraine. Tous les signes indiquent une tentative de mener une révolution orange. Les autorités géorgiennes prennent des mesures pour stabiliser la situation et ramener le calme. C'est tout ce que l'on peut dire, mais je le répète encore une fois, il s'agit uniquement d'une affaire intérieure de la Géorgie et nous ne nous ingérons pas dans ces affaires. Tout autre sujet du jour, puisqu'on va s'intéresser au climat. Les effets du changement climatique se ressentent aujourd'hui sur toute la planète. Et c'est le cas, par exemple, au niveau du canal de Panama, où la sécheresse a sévi à la fin de l'année 2023. Un grand projet de 1,6 milliard de dollars est envisagé par les autorités afin de lutter contre la sécheresse du canal. Ce sont des dizaines de villes aux alentours qui risquent de disparaître. Voilà, ça sera tout pour notre édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Al 24 News. Bonne soirée.